Bonjour à tous. Fin 1989, triste moment pour nous en France dans la filmographie de Clint Eastwood. En effet, son dernier film arrive des États-Unis, précédé d'une si mauvaise réputation qu'il sortira directement en vidéo. Clint Eastwood nous entraîne pourtant sur les routes d'Amérique dans une magnifique voiture, avec une histoire de magots volés, de bébés kidnappés et avec des fanatiques, des armes à feu à ses trousses. Tous les éléments sont là, il me semble, pour une magnifique comédie d'aventure. Alors ce film est-il vraiment si raté que ça? On va voir. Voici l'essentiel sur Pink Cadillac. Pink Cadillac de Buddy Van Horn, 1989. Clint Eastwood est Tommy Nowak, un pro de la filature. Il doit retrouver Luann McGinn, accusée à tort de recel de faux billets, qui vient de s'enfuir avant de payer sa caution pour quitter son crétin de mari, le vrai coupable de ce trafic. Elle prend la tangente à bord d'une Cadillac rose, donc facile à repérer pour lui. Mais sur le point de la livrer à la justice, il découvre que sa voiture contient 250 000 $ et que son bébé a été enlevé par une bande de suprématistes comme monnaie d'échange. D'une détenue en cavale, Luann va devenir une victime dont Tommy Nowak prendra la défense. Luann McGinn est incarnée par Bernadette Peters. Peu vue et peu célèbre au cinéma, elle est une grande vedette de Broadway et a reçu de nombreuses récompenses. Elle a reçu 7 Tony Awards et 4 Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour le théâtre et la musique. Roy McGinn, le mari imbécile de Luann, est incarné par Timothy Carhart. Souvenez-vous, c'est lui qui tentait de violer Selma sur un parking de Bastringue avant de se faire descendre par Louise dans Selma et Louise de Ridley Scott. Là, en patron de motel, vous reconnaissez James Cromwell, qui est 7 ans plus tard, le fermier Arthur Hoggett dans Babe. Après avoir joué une star du rock junkie dans La Dernière Cible, Jim Carrey, encore totalement inconnu, revient faire une courte apparition sur scène. Comme La Dernière Cible, il est encore crédité au générique sous son vrai prénom, James Carrey. En 1996, pour le Life Achievement Awards, décerné par l'American Film Institute, Jim Carrey, devenu superstar, racontera comment il a été découvert par Clint Eastwood. Il en profite pour imiter l'inspecteur Harry devant un parterre de stars sous le charme et Clint Eastwood lui-même. Enfin, Dina, la sœur de Luann, est incarnée par Frances Fisher. Elle est la mère de Rose dans Titanic de James Cameron. C'est sur le tournage de Pink Cadillac qu'elle rencontre Clint Eastwood. Après Sandra Locke, elle est sa nouvelle compagne jusqu'en 1995. De leur union naît Francesca, qui ressemble à sa mère comme 2 gouttes de bière. Francesca Fisher Eastwood est aussi actrice pour son père dans Jugé coupable et Jersey Boy. C'est la 3e et dernière réalisation de Buddy Van Horn. Les 3 films dont il est l'auteur sont tous avec Clint Eastwood. Ça va cogner, La Dernière Cible et Pink Cadillac. C'est l'occasion de faire le bilan. Buddy Van Horn est le plus ancien collaborateur de Clint Eastwood et aussi son ami. Il commence comme doublure de Guy Williams dans la série Zorro produite par Disney, puis il est sa doublure dans les séquences d'action à partir de Joey Kid de John Sturges en 1972. Il a déjà 44 ans. Il est aussi le responsable des séquences d'action de presque tous les films de Clint Eastwood. Il est réalisateur de la seconde équipe sur Magnum Force et sur La Relève. Toute cette collaboration, très précieuse pour Clint Eastwood, prend naturellement fin en 2011, quand Buddy Van Horn a 83 ans. Ce n'est donc pas étonnant que Clint Eastwood lui donne sa chance comme réalisateur à part entière. Il prend ce risque artistique sur 3 films qui ne sont pas des projets essentiels pour Clint Eastwood. Ça va cogner et La Dernière Cible sont des suites demandées par la Warner. Pink Cadillac est mis en chantier pour continuer d'éponger les dettes de Bird afin de pouvoir passer à une nouvelle grosse production plus personnelle. Ce sera Chasseur blanc, cœur noir, consacré à John Huston. Clint Eastwood et Buddy Van Horn, c'est une longue route parcourue ensemble basée sur l'amitié, la confiance et la générosité. Au générique, on retrouve les fidèles Joel Cox au montage, Jack Green à la photographie et Edward Carfagno au décor. Steve Dorff compose une musique proche de la country, comme il l'avait déjà fait pour Honky Tonk Man. Tommy Nowak est un skip tracer. Il est chargé de retrouver des détenus en liberté provisoire qui s'évadent ou des personnes qui doivent de l'argent. Comme il touche une récompense, c'est donc aussi un chasseur de primes. Il n'hésite pas à se déguiser pour parvenir à ses fins dans la tradition du détective privé du film noir américain. C'est aussi un retour à ses premiers films avec Sergio Leone, puisque dans Et pour quelques dollars de plus et Le bon, la brute et le truand, Clint Eastwood y était déjà un chasseur de primes. Les chasseurs de primes nés en Europe n'existent plus en France, mais on en trouve encore aujourd'hui dans certains États des États-Unis et aux Philippines. Avec L'homme sans nom, incarné par Clint Eastwood dans les 2 films de Sergio Leone, il y a d'autres célèbres chasseurs de primes au cinéma qu'il ne faut pas confondre avec Le tueur à gages ou Le mercenaire. Ce sont entre autres ceux de Quentin Tarantino, héritier naturel de Sergio Leone.
Le major Marky Warren et John Roos, incarnés par Samuel Jackson et Kurt Russell dans Les 8 salopards. King Schultz, incarné par Christoph Waltz dans Django Unchained. Le plus célèbre est sans doute Boba Fett, que l'on rencontre pour la première fois dans l'Empire contre-attaque. Tigrero ou Loco, selon les versions, incarné par le flippant Klaus Kinski, dirige une bande de chasseurs de primes dans Le Grand Silence. Jack Walsh, incarné par Robert De Niro dans le pétillant body movie Midnight Run. Ralph Thornton, incarné par Steve McQueen dans Le Chasseur. Et bien entendu la chasseuse de primes Domino Harvey, incarnée par Keira Knightley dans Domino. Revenons au film et à son titre, Pink Cadillac. Au musée Graceland, à Memphis, j'ai pu photographier cette voiture d'Elvis Presley qui est à l'origine du titre du film. Il s'agit d'une Cadillac Fleetwood 60 spéciale 1955. Louane y fera référence d'ailleurs lorsqu'elle fredonnera quelques paroles de la chanson Baby Let's Play House par Elvis Presley de 1959 dans laquelle il parle d'une Cadillac rose. Pink Cadillac est aussi une chanson de Bruce Springsteen, sortie en 1984, et sa très belle reprise Rhythm and Blues par Natalie Cole en 1988. En 2009, une seconde fois dans sa carrière, Clint Eastwood donnera le nom d'une marque de voiture à un de ses films, Gran Torino. Malgré le duo Clint Eastwood-Bernadette Peters qui fonctionne bien, le film s'installe difficilement entre le road movie et l'Americana sans être vraiment ni l'un ni l'autre. Le récit aussi s'étire sur 2 heures pour nous raconter une histoire de cavalcade, somme toute assez pauvre. Mais surtout Clint Eastwood souhaite renouer avec la comédie d'action comme ça lui avait tant rapporté avec Doux du Redingue et Ça va cogner. La comparaison avec les 2 films est inévitable. D'abord, il n'est pas totalement dans les codes de l'Americana, car ici, Clint Eastwood dénonce plutôt qu'il ne s'en amuse. L'auteur remplace la bande de nasillard en moto par des suprématistes amateurs d'armes à feu qui sont clairement pointés du doigt comme des crétins dangereux. Difficile donc de retrouver le public de l'Amérique profonde et traditionnelle qu'il avait suivi dans les 2 premiers films. La différence d'âge aussi, presque 20 ans, entre la star et son héroïne ne joue pas en faveur de la crédibilité et du charme qu'avait le couple Clint Eastwood-Sandra Locke. Le sentiment de déjà-vu dessert aussi le film. En effet, l'ossature de la trame narrative est proche de celle de L'épreuve de force qu'il réalise en 1977. Sandra Locke y incarne une prostituée traquée par la mafia, comme Louane est ici traquée par les suprématistes. Et Clint Eastwood se retrouve en cavale avec elle dans les 2 films. C'est donc moins la bonne volonté de Clint Eastwood et de son équipe qu'il faut blâmer que le sentiment que le film n'apporte rien de nouveau. Il faut cependant louer les efforts de Clint Eastwood qui nous réserve quelques séquences très réussies. Par exemple, la toute première, où se faisant passer pour un animateur radio, il fait croire au malfaiteur recherché qu'il a gagné le gros lot et vient l'arrêter en limousine. Et bien entendu, celle où il se grime en joueur de casino. Il porte ainsi la moustache pour la seconde et dernière fois, avec son espion dans Firefox, l'arme absolue. Le film, même s'il est divertissant, semble finalement être anachronique et appartenir à un Clint Eastwood d'avant. Surtout que Pale Rider ou Bird, qui le précèdent de peu, ont déjà alerté les critiques et le public que Clint Eastwood peut désormais nous proposer des œuvres de très haute tenue. Le public devient donc logiquement plus exigeant. Pink Cadillac perd de l'argent. Pour un budget de 19 millions de dollars, il n'en rapporte que 12. Mais c'est déjà 6 fois plus que Bird, qui ne rapporta que 2 millions de dollars de recettes. En revanche, le film ne sort pas à Paris, mais dans quelques salles de région, et la France aura droit à une édition directe en vidéo VHS, recadrée et version française. Et le couple s'éloigne en voiture sur une route de Californie qui ne conduira plus l'auteur sur ce type de production. Pink Cadillac amorce involontairement la fin du Clint Eastwood des années 1980 pour celle d'une double décennie qui va stupéfier le monde entier et la mener aux Oscars. Bon film.